C'est bon? OK. D'abord, je salue tous ceux qui sont à l'écoute ce soir. Nous en sommes très heureux. Nous nous félicitions à l'instant avec le président Ringlet du nombre, effectivement, des personnes qui ont été séduites par le thème qui, je le rappelle, est celui de la société à mission. Alors, c'est un thème particulièrement intéressant, particulièrement actuel et actuel à bien des titres. On y reviendra dans un instant. Et pour ce faire, ce thème va être traité par monsieur le professeur Mortier. Alors, monsieur le professeur Mortier, en 2 mots, est professeur agrégé de droit privé à l'université de Rennes 1. Il dirige le Centre de droit des affaires ainsi que le Master 2 d'ingénierie sociétaire et patrimoine. Il préside par ailleurs depuis 7 ans la Fédération nationale droit du patrimoine. Il co-dirige la revue du droit des sociétés animée par LexisNexis et il est ancien chercheur à la New York Law School au cours des années 2012 et 2013. Enfin, depuis le 2017, il est off counsel au sein de la direction technique d'un des plus grands cabinets d'avocats en France, qui est le cabinet Fidal. Alors, comme on peut s'y attendre, hein, monsieur le professeur Mortier, bien évidemment, a écrit beaucoup d'articles, beaucoup de notes, et je ne vais pas les détailler parce que ce serait évidemment beaucoup trop long. Alors, après la prise de parole du professeur Mortier, donc, nous aurons l'intervention de Maître Dubuc. Alors, Maître Dubuc va collationner les questions et les poser au professeur Mortier. Alors, Maître Dubuc est avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Il s'occupe d'abord et avant tout de droit commercial, droit des affaires et de la concurrence. Il est chargé d'enseignement aussi des contrats d'affaires et de procédures collectives au sein de la faculté de droit d'Aix-Marseille. Et il s'occupe aussi du master entreprise en difficulté. Enfin, Maître Dubuc est fondateur de la clinique du droit des affaires, donc on peut supposer qu'il a un peu de travail en ce moment. Bien, après ces présentations de nos intervenants qui vont sûrement nous passionner, je voudrais dire un mot de la façon dont je conçois, en tout cas, les réflexions sur le thème qui nous réunit ce soir. Pour moi, il y a d'abord les évolutions qui sont produites dans les entreprises, puisque, évidemment, moi, j'ai fait toute ma carrière dans les entreprises. Et ce qu'on a vu progressivement se manifester, c'est ce qu'on peut résumer par la nécessité d'adhésion des collaborateurs à l'entreprise, c'est-à-dire son objet, son contexte, son management. Et ça, c'est venu au cours de ces, je dirais peut-être 10 dernières années, et avec en corollaire, en tout cas pour moi, la réduction de l'importance du principe hiérarchique. C'est-à-dire, pour moi, il y a un lien un peu entre les deux. Auparavant, la loi de l'entreprise, c'était la hiérarchie. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Il faut qu'un mouvement vienne des collaborateurs pour adhérer à l'entreprise. Alors, en même temps, on a vu la montée d'exigences au sein de la société. Je n'ai pas besoin de les rappeler, je veux dire, l'exigence sociale, l'exigence environnementale, etc., etc. Et est apparu ainsi, assez naturellement, ça trouve aussi sa source dans d'autres éléments, bien sûr, mais c'est la discussion sur le monopole de l'intérêt des actionnaires. Est-ce que la société doit avoir comme seul objectif la satisfaction des actionnaires qu'on s'est empressé d'opposer à celui des autres parties prenantes, c'est-à-dire les salariés, les fournisseurs et la préservation de l'environnement. Donc, il y a eu des mouvements très profonds qui se sont produits et qui ont débouché naturellement sur l'interrogation inévitable de l'objet de la société. Finalement, une société, ça sert à quoi et c'est censé faire quoi? Alors, chez nous, il y a eu la loi Pacte qui a introduit, bien sûr, des innovations et deux grandes innovations. C'est la société avec une raison d'être et la société à mission. Alors,
c'est plutôt une progression. On est d'abord une société à raison d'être et ensuite on est éventuellement une société à mission. Alors, une société à raison d'être, c'est se doter de principes au respect desquels on va consacrer des moyens, parce que ce n'est pas juste énoncer des principes, il faut expliquer qu'on y affecte des moyens. Et ensuite, c'est la société à mission, c'est-à-dire, là, de façon beaucoup plus précise, se fixer des objectifs sociaux et environnementaux qu'on va énumérer dont la société doit énoncer. Alors, monsieur Mortier va aborder évidemment ces points-là. Pourquoi et comment on a choisi de devenir une société à mission, et puis une fois qu'on a choisi cela, comment est contrôlée la réalisation des objectifs qu'on s'est fixés. Donc ça, évidemment, je ne vais pas développer ces points-là, je n'en aurai pas le talent, et c'est monsieur Mortier qui va le faire. Moi, je voudrais juste faire deux petites réflexions en introduction à ces débats, ou en tout cas que j'espère vont être abordés, surtout une. C'est d'abord, alors il y a la diffusion du concept. On dit, ah oui, est-ce que ce concept a diffusé à l'étranger? Alors oui, bien sûr, en réalité, il n'a pas diffusé à l'étranger, il est né de l'étranger. Et il est né aux États-Unis. Et ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, il s'est d'abord et avant tout diffusé dans les économies anglo-saxonnes. Ça, c'est la première remarque. Ça ne veut pas dire qu'elles ont monopole. D'ailleurs, puisqu'on en parle ce soir, c'est qu'elles ne l'ont pas. Mais c'est une constatation. La deuxième constatation que je fais, c'est que en fait, toute cette législation a moins de 10 ans. Et si on regarde au niveau du contexte économique, moins de 10 ans, ça veut dire que ces notions n'ont pas affronté la crise. C'est ça que ça veut dire. Parce que la grande crise, c'est 2008-2009, et c'est maintenant, en réalité. Et donc, comment la société à mission affronte la tourmente économique? Aujourd'hui, on voit bien, c'est une question très actuelle, parce que les sociétés, aujourd'hui, toutes sont confrontées à des difficultés totalement inédites et qui n'avaient été globalement pas pensées, pour l'essentiel. Difficultés qui peuvent les conduire à remettre en cause certains des engagements qu'elles avaient pris. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une vraie question, un conflit entre la société à mission, ou plutôt les missions que se donne une société, et la dure réalité économique? Une autre façon de poser le problème, c'est de dire, à la limite, et c'est comme ça que je lancerai le débat, quelle est la profondeur du concept de la société à mission? Voilà. Monsieur le professeur, je passe la parole au président Ringlet après cette courte introduction, et ensuite, bien sûr, le professeur Mortier. Merci à vous tous et une très bonne session. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous qui êtes si nombreux ce soir pour cette nouvelle webconférence de droit et commerce, puisque nous avons été amenés à transformer toutes les conférences du lundi que nous faisions de façon traditionnelle, de manière présentielle, dans la grande salle du tribunal de commerce de Paris. Nous avons été amenés à tout transformer en webconférence. Alors, ce sujet, Monsieur le Président l'a parfaitement introduit et je ne vais pas en rajouter, si ce n'est pour dire que, Monsieur le Président, vous nous avez lancé un défi parce que nous devions parler le professeur Mortier devait parler de la société à mission. Vous avez rajouté un thème complémentaire qui est très, très, très bienvenu, qui est celui de la société à mission dans la crise et de son développement dans le contexte que nous connaissons. Alors, j'arrête mes propos simplement pour dire à tout le monde que vous avez la possibilité de poser des questions à l'intervenant. Ces questions, vous les posez par le petit module Q et R que vous avez en bas de votre présent écran. Vous écrivez vos questions,
et elles seront, en sus des questions qui ont déjà été posées par écrit, elles seront tout à l'heure traitées et reposées par l'intermédiaire de Cédric Dubuc dans le débat d'à peu près une demi-heure qui suivra l'intervention du professeur Mortier qui est d'à peu près 1 heure. Et vous saurez également, mais ça je le dirai à la fin, les conditions dans lesquelles éventuellement vous pourrez revoir la manifestation qui débute à cet instant, puisque je cède immédiatement la parole au professeur Mortier. À vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le Président Netter. Je voudrais remercier l'Association Droit et Commerce et en la personne de son président, donc Maître Marc Ringlet, de m'avoir convié à m'exprimer sur un sujet aussi passionnant que la société à mission. Et donc, eh bien, sans plus tarder, je vais donc partager mon écran, c'est donc cela, afin que vous puissiez avoir accès au diaporama. Alors, si cela veut bien fonctionner. Est-ce que vous y avez accès ou pas? Alors, on y a accès. Ça serait bien que vous puissiez le mettre en mode diaporama. Voilà, c'est parfait. Je pense que c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, nous faisons cela en distanciel. Veuillez nous pardonner avec toutes les difficultés que ça peut poser. Alors, je vais donc vous parler de la société à mission. La société à mission, elle est, si on revient à son origine en France, hein, elle est issue du rapport Notas-Sénard. C'est un rapport du 9 mars 2018 qui avait été en quelque sorte commandé par le gouvernement français. Et ce rapport s'intitule « L'entreprise objet d'intérêt collectif ». Alors, ce rapport, il est parti d'un constat et il est basé sur une conviction. Le constat, c'est qu'il y a un court-termisme, une financiarisation qui pèse sur la vie de l'entreprise. Vous le savez, hein, c'est une critique qu'on a souvent adressée à notre système capitaliste, c'est de favoriser le fait qu'il faut à tout prix favoriser une rentabilité à court terme, dégager du dividende. Et il est fondé sur une conviction, le fait que l'entreprise a une raison d'être et contribue à un intérêt collectif. Alors, cette fameuse raison d'être, on va y revenir dans un instant, parce que c'est sur cette raison d'être que repose en grande partie, avec la mission, la société à mission. L'intérêt collectif, eh bien, il est issu du constat que l'entreprise, elle s'insère au sein d'une société et l'entreprise, sa vie, son exploitation, eh bien, elle a nécessairement un impact. Hein, elle entre en interaction avec l'environnement et avec la société. Et donc, la conviction qui était portée par le rapport Notas-Sénard, c'est que le gouvernement d'entreprise lui-même doit incorporer ces considérations dans sa stratégie. Et pour cela, il convenait, selon le rapport, que chaque entreprise prenne conscience de sa raison d'être. Alors, il faut mentionner tout d'abord que ce mouvement, il s'inscrit dans un contexte qui est porteur de développement de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Et il faut aussi dire qu'il s'inscrit dans un contexte qui est largement mondial. Il faut bien avoir conscience que, évidemment, même si d'emblée je mets un focus sur ce rapport Notas-Sénard, le rapport Notas-Sénard, c'est un rapport qui est un rapport français, mais en fait, le mouvement plus vaste qu'il inspire, c'est un mouvement, comme l'a dit le président Netter, c'est un mouvement qui nous vient d'abord de l'étranger, des États-Unis, et je signale de ce point de vue une évolution absolument notable qui a été un véritable coup de tonnerre, si j'ose dire, c'est le fait que le Business Roundtable a changé très récemment, fondamentalement, sa doctrine économique. Alors, le Business Roundtable, il faut dire que c'est un organisme américain absolument majeur qui regroupe 180 dirigeants des
plus grandes sociétés américaines. Et classiquement, eh bien, le BRT, il chérissait la maximisation de la valeur actionnariale, ce qu'on appelle aux États-Unis et en Angleterre la shareholder value. Et classiquement, eh bien, c'est ce mouvement qui irriguait le capitalisme, et tout spécialement le capitalisme américain, dans la lignée de la fameuse école de Chicago. Il s'agissait de faire en sorte de maximiser le rendement des actions aux mains des associés. Je dis coup de tonnerre parce que le 19 août 2019, eh bien, changement radical de doctrine, puisque désormais, le BRT considère que les dirigeants ne doivent plus seulement, évidemment ça reste un objectif, mais ils doivent plus seulement créer des richesses pour leurs actionnaires, ils doivent également tenir compte du bien-être de leurs employés, de l'avenir de leurs fournisseurs et de contribuer à préserver leur environnement naturel et social. Autrement dit, c'est un mouvement qu'on connaît bien, c'est shareholder versus stakeholders, c'est les actionnaires contre les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui, au-delà des actionnaires, gravitent autour de l'entreprise. Cela inclut bien sûr les salariés, mais également les fournisseurs. Alors, les principales propositions du rapport Nota-Sénar, il y en a 4. La réforme de l'intérêt social, l'institution d'une raison d'être de l'entreprise, l'institution sur option de l'entreprise à mission, c'est la recommandation numéro 12, celle sur laquelle, évidemment, nous allons revenir de manière approfondie tout à l'heure, et puis l'encouragement du contrôle des entreprises par les fondations. Les propositions du rapport Nota-Sénar ont connu un écho positif, en droit positif, puisque elles ont été consacrées pour un grand nombre d'entre elles par la fameuse loi Pacte que vous connaissez, qui est une loi du 22 mai 2019. Et cette loi Pacte, elle comportait un chapitre entier consacré à la place repensée de l'entreprise dans la société. Et dans ces dispositions intitulées « La place repensée de l'entreprise dans la société », eh bien, la loi Pacte institue et réforme un certain nombre de points, à commencer par l'intérêt social qui a été rénové, en prenant en compte désormais, vous le savez, les enjeux environnementaux et sociaux. C'est l'article 1833, alinéa 2 nouveau du Code civil. Ce point est absolument fondamental puisqu'évidemment, l'élargissement de l'intérêt social à la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux est venu en quelque sorte faire le lit de ce qui suit immédiatement après, c'est-à-dire la fameuse raison d'être que peuvent désormais instituer les sociétés dans leur statut sur option. C'est l'article 1835, alinéa 2 nouveau du Code civil. Nous y reviendrons puisque nous allons le voir, une société à mission, c'est nécessairement une société qui s'est d'abord dotée d'une raison d'être. Troisième étage de la fusée, si j'ose dire, c'est la qualité de société à mission qui, là encore, peut être attribuée à la société sur option. Et on retrouve le dispositif, cette fois-ci, dans le Code de commerce, non plus dans le Code civil, dans le Code de commerce, aux articles L210-10 à L210-12 donc, du Code de commerce. Et puis enfin, le fonds de pérennité, dont nous aurons peut-être l'occasion de dire un mot dans la séance des questions. Alors, on va donc s'intéresser à la société à mission. Et il faut dire tout d'abord que les sociétés à mission, on en a, elles existent depuis l'entrée en vigueur du dispositif, c'est-à-dire depuis le 4 janvier 2020. Alors, j'ai dit que les sources du dispositif, c'est la loi Pacte, je ne reviens pas sur ce point. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, c'est-à-dire plus de 6 mois après la loi Pacte, pour pouvoir enfin avoir des sociétés à mission? Tout simplement parce que sur ce point, la loi Pacte, qui est entrée en vigueur le 24 mai 2019, eh bien sur ce point, la loi Pacte est entrée en vigueur de manière différée, puisque
l'entrée en vigueur du dispositif société à mission était conditionnée au décret d'application. Or, ce décret d'application est arrivé tardivement. Il est arrivé le 2 janvier 2020 et il est entré en vigueur donc le 4 janvier 2020, ce qui explique l'entrée en vigueur un peu différée du dispositif. Alors, ce décret, il a été un peu décevant pour ceux qui l'attendaient. On attendait qu'il y ait beaucoup plus de choses dedans. Il y a assez peu de choses. Il précise la publication au RCS de la qualité de société à mission, on s'y attendait. Et il précise aussi le statut de l'organisme tiers indépendant. On le retrouve à l'article R 210-21 du Code de commerce, mais on verra qu'il reste en la matière pas mal de dispositions qui ne sont pas encore très claires. Alors, la société à mission, son existence même, elle est conditionnée à 3 grandes conditions, puisque la société à mission, elle introduit dans ses statuts 3 choses. Tout d'abord, une raison d'être, ensuite une mission, et puis un comité de mission. Alors, le greffier du tribunal va vérifier que les statuts comportent ces 3 éléments afin d'attribuer et de reconnaître la qualité de société à mission à la société, de sorte qu'elle puisse s'en prévaloir. La raison d'être, la mission et le comité de mission, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on peut d'ores et déjà dire et préciser que la raison d'être, elle est donc, le président Netter l'a évoqué tout à l'heure, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. La mission, elle est entendue comme, et je cite à chaque fois les textes de loi, un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Et enfin, le comité de mission, on le verra tout à l'heure, c'est un organe à part entière qui est distinct des autres organes sociaux, qui doit comporter au moins un salarié et qui assure un suivi de l'exécution de la mission. Voilà, c'est en quelque sorte le triptyque interne de la société à mission. Alors, on va voir qu'il y a 2 points qui sont très, très importants, qu'il faut bien comprendre lorsque l'on aborde la société à mission. C'est que, tout d'abord, évidemment, la société à mission, elle doit devenir telle, hein, elle doit pouvoir s'affirmer comme telle. C'est un point qui est très, très important, c'est l'attribution, l'affirmation de la qualité de société à mission, mais il ne suffit pas, évidemment, de remplir, si j'ose dire, à la Constitution, en tout cas, dès le départ, les conditions d'une société à mission, il faut encore confirmer cette qualité, c'est-à-dire qu'il faut évidemment exécuter la mission, et ça c'est un point très, très important. On ne saurait en la matière s'engager sur des fausses promesses, il faut confirmer la qualité de la société à mission et on verra qu'il y a un contrôle qui est de ce point de vue extrêmement important. Alors tout d'abord, s'agissant de l'affirmation de la qualité de la société à mission, il y a 2 points qui me paraissent très très importants auxquels il faut répondre. C'est tout d'abord pourquoi devenir une société à mission et puis ensuite comment devenir une société à mission. Alors tout d'abord, pourquoi devenir une société à mission? Alors, il faut ici revenir, je crois, au fondement de la société à mission, qui repose sur l'idée phare selon laquelle l'entreprise est un objet d'intérêt collectif, c'est-à-dire au sens le plus noble du terme, un agent de civilisation. J'aime bien cette phrase d'un professeur chercheur à Mines Paris Tech qui a contribué fortement à dégager le concept de société à mission en France. Ce n'est pas l'État qui a inventé le chemin de fer ou le smartphone. On pourrait rajouter beaucoup d'autres choses, l'électricité notamment. Autrement dit, l'entreprise, elle contribue à façonner nos sociétés avec des capacités d'innovation, de structuration de la vie des hommes, de l'économie, des territoires, telles qu'elle influe sur le sort de la planète et des hommes et peut même le changer. Alors, le fait pour une entreprise d'adopter le statut de la société à mission, ça lui permet en quelque sorte d'embrasser pleinement cette fonction
Et on constate que eh bien, le statut de société à mission, c'est un modèle qui s'est développé un peu partout dans le monde. Avant d'arriver en France, il est d'abord apparu aux États-Unis à travers une société qui s'appelle la Benefit Corporation. Alors, il ne s'agit pas de dire ici qu'il faut, puisque nous sommes dans pourquoi devenir une société à mission, qu'il faut adopter le statut de société à mission parce que ça cartonne, si j'ose dire, à l'étranger. Évidemment, on va se préserver contre tout phénomène de mode. Non, simplement, ce que montre le succès du statut de la société à mission, à travers la Benefit Corporation le plus souvent, à l'étranger, c'est que nous ne sommes pas précisément en présence d'un pur phénomène de mode, qu'on est en présence d'un phénomène qui a été, ça a été le cas aux États-Unis à la base, réclamé par des entreprises elles-mêmes. Et ce succès, il montre en quelque sorte le caractère universel de l'idée qui sous-tend la société à mission. Alors, on va s'intéresser tout spécialement, j'aurais pu vous parler de ce qui se passe en Italie, par exemple, la Società Benefit qui est apparue en 2016, qui est directement inspirée du modèle des États-Unis. J'aurais pu vous parler de la Benefit Company qui est apparue au Canada au mois de juin de cette année. Mais j'ai choisi de revenir aux origines, si j'ose dire, c'est-à-dire 2010, il y a tout juste 10 ans, l'État du Maryland où apparaissent les premières sociétés à mission. Alors pour bien comprendre, je vous rappelle que il existe aux États-Unis 50 États différents, on l'a bien compris avec les dernières élections, et que chacun de ces États a son propre droit des sociétés. Donc, il y a en quelque sorte 50 droits des sociétés aux États-Unis, pour ce qui est en tout cas du droit des sociétés non cotées. Ce sont des droits des États fédérés et non pas de l'État fédéral. Et donc, à partir de là, eh bien, l'État du Maryland a été le premier à adopter le statut de la Benefit Corporation. Ça s'est développé aujourd'hui, je crois qu'il y a 36 États des USA qui connaissent le statut de la Benefit Corporation ou équivalent. Et à la base, il s'est inspiré d'un label privé, qui est le label B Corp, avec lequel on confond souvent d'ailleurs la Benefit Corporation, ce sont des choses différentes, qui déjà regroupait 2500 entreprises dans 52 pays, 130 secteurs industriels, etc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux États-Unis, et d'ailleurs dans tous les autres pays, et là, ça nous permet de mettre en avant la spécificité française, la Benefit Corporation, c'est une structure, c'est donc une forme sociale à part entière. De la même manière que nous connaissons en France la SARL, la SAS, la SA, la Benefit Corporation, c'est une structure à part entière. Et on verra que c'est tout à fait différent de ce qui existe en France. Quelles sont les caractéristiques de la Benefit Corporation aux États-Unis et dans les autres pays? Le modèle italien, par exemple, on pourrait le voir, est extrêmement proche. Il faut qu'il y ait la recherche d'un bénéfice public. Ce bénéfice public, le benefit, il doit démontrer un impact positif sur l'environnement. Il faut que soit introduit dans les fiduciary duties des dirigeants un intérêt non financier. Et c'est l'occasion ici de pointer l'événement déclencheur qui a fait apparaître aux États-Unis la Benefit Corporation, c'est une jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, c'est la jurisprudence Dodge versus Ford Motor, qui est une décision extrêmement importante puisque alors que la société Ford entendait distribuer des réserves importantes à ses salariés, eh bien, la Cour suprême s'y est opposée
considérant, alors il y a une spécificité aux États-Unis, c'est que les mises en distribution de bénéfices ne sont pas décidées par les associés, comme c'est le cas en France, ce sont les dirigeants qui mettent en distribution et qui attribuent donc les bénéfices. Et donc, si les dirigeants distribuent trop, ils peuvent engager leur responsabilité, et donc il y a des questions de responsabilité qui sont que dans cette affaire, la société Ford était plutôt bien intentionnée puisqu'elle entendait en quelque sorte faire un cadeau à ses salariés. Eh bien, la jurisprudence est venue dire que les dirigeants n'ont pas la possibilité de le faire parce que dans ce cas, eh bien, ils portent atteinte à la fameuse shareholder value, c'est-à-dire l'obligation de maximiser les sommes qui sont susceptibles d'être attribuées aux actionnaires. Et cette jurisprudence, en fait, elle fonde à elle seule le fait qu'on a été obligé d'instituer un dispositif dérogatoire qui permet précisément de contourner toute cette jurisprudence. Et c'est ça qui a justifié l'apparition d'une forme spécifique de société qui s'appelle la Benefit Corporation. Et par ailleurs, point important qu'on retrouve en France, eh bien, c'est le renforcement de la transparence. La société doit publier un rapport annuel sur les performances sociales et environnementales en vue d'un contrôle par un tiers indépendant, mécanisme, on va le voir, qu'on retrouve dans la société à mission à la française. Alors, pour savoir pourquoi il est intéressant de devenir une société à mission, je vous ai proposé de partir de tout simplement d'illustrations extrêmement concrètes. J'en ai pris 5 concernant les États-Unis. Plus que de longs discours, ça permet de partir de ce qui se fait concrètement là-bas. Et puis, ça va nous donner des idées sur ce qui peut se faire en France aujourd'hui à partir de la société à mission. Alors, le premier exemple, c'est une société qui est assez connue, qui est la société Patagonia, qui est une société de droit californien, qui est très connue. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que, et ça on le retrouve assez souvent dans les benefit corporations américaines, c'est que cette société, elle s'engage à reverser 1% de ses bénéfices à une association de protection de l'environnement. Vous voyez bien que sous l'empire de la fameuse jurisprudence précitée, les dirigeants ne peuvent pas faire cela. Parce que nous sommes en Benefit Corporation, les dirigeants peuvent le faire. Ils peuvent mobiliser une partie des bénéfices ou du chiffre d'affaires de la société pour le reverser à des intérêts qui sont des intérêts, si j'ose dire, publics. Les salariés peuvent travailler 2 mois dans l'année, payés par l'entreprise pour des associations. Deuxième exemple, la société Solberg, qui fabrique des pièces détachées pour l'industrie, qui a adopté une politique, la politique des 7 P's, le People, Planet, Product, Power, Property, Prosperity, Philanthropy. Et cette société, elle reverse 1% de ses bénéfices annuels à des œuvres caritatives, et elle fait don. Alors ça peut faire sourire, mais évidemment on va retrouver ce genre de motivation souvent dans les sociétés à mission, don à des associations, des légumes et fruits cultivés dans les jardins de l'entreprise. Et puis vous voyez qu'il y a aussi la volonté de l'entreprise de bien rémunérer ses salariés. Autre modèle assez différent, c'est une société qui se présente comme une alternative à Facebook, qui est une toute petite société, mais dont le modèle économique repose sur la vente de produits à l'effigie de la société, sur les dons de ses utilisateurs, parce que cette société refuse de vendre les données de ses utilisateurs à des publicitaires ou à des tiers, s'engage à ne pas diffuser de publicité. Donc évidemment, ça vient considérablement restreindre, si j'ose dire, ses sources de profit.
Et je mentionne un point important parce que c'est un élément qui peut être très, si j'ose dire, décisif dans l'adoption du statut de la société à mission. Si la société est cédée, les acquéreurs auront l'obligation de respecter ces principes, c'est-à-dire qu'on a procédé ici à un verrouillage de la société à mission. Autre exemple, une société qui, elle, est une société qui est très, très importante, un important chiffre d'affaires, bénéfices importants. C'est la plus grande société qui est certifiée B Corp dans le monde, la première Benefit Corporation cotée. C'est la société Laureate Education, qui ressort du Maryland, avec des étudiants qui proviennent de milieux sociaux défavorisés, des dons à des associations, du volontariat, engagement des étudiants et du personnel dans des associations et engagement des établissements dans des mesures de développement durable. Alors ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis, où la Benefit Corporation existe depuis 10 ans. Nous, la société à mission n'existe maintenant que depuis, je dirais, 11 mois. Mais on s'aperçoit qu'il y a déjà plusieurs dizaines de sociétés qui ont adopté ce statut. J'ai mentionné peut-être les plus célèbres d'entre elles. Elles sont créées, a été créée une association de la communauté des entreprises à mission, dans laquelle on retrouve notamment les grandes sociétés que j'ai mentionnées à gauche. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas non plus une vague, hein. C'est un thème qui est très porteur, c'est un thème dont on parle beaucoup, mais aujourd'hui, dans la communauté des entreprises à mission, vous avez moins de 50 entreprises. Dans l'État du Delaware, qui est l'État dans lequel, vous le savez, il y a le plus de sociétés incorporées aux États-Unis, il y a 100 000 sociétés à responsabilité limitée qui se créent tous les ans. Il y a eu de 2013 à 2017 seulement 900 Benefit Corporation. Donc, il faut relativiser le phénomène. Alors, maintenant, si on va voir de plus près quelles sont les utilités, l'intérêt très concret de devenir une société à mission aujourd'hui en France. Alors, c'est l'occasion tout d'abord d'affirmer son attachement à ses parties prenantes, puisque vous le savez, la société à mission, elle s'adresse, elle prend en compte les intérêts des salariés, des clients, des fournisseurs. Donc, c'est une manière de leur adresser, si j'ose dire, un signal fort, mais ça peut être aussi l'occasion d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de les consulter éventuellement, et par exemple de consulter les salariés lors de l'adoption du statut de la société à mission, lors de la rédaction de la raison d'être et lors de la rédaction de la mission. Autrement dit, il y a dans le simple processus d'adoption déjà quelque chose d'intéressant qui peut faire qu'on peut remobiliser en quelque sorte autour d'un projet ces parties prenantes. Cela permet par ailleurs éventuellement d'affirmer l'attachement à un territoire, à un bassin d'emploi, de renforcer son ancrage. C'est particulièrement le cas, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, du groupe Rocher en Bretagne, exemple sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans un instant. On peut mentionner aussi que pour les sociétés familiales, eh bien, ça peut être l'occasion d'affirmer son attachement au modèle familial, au maintien de l'entreprise au sein de la famille. Et ça peut être l'occasion de ressouder la famille autour du projet. Si par exemple, il y a des membres de la famille qui se sentent un peu délaissés, les associer au processus d'élaboration de la mission peut être le moyen de remobiliser tout le monde autour du projet. Et puis, autre point important, eh bien, l'affirmation et la défense, bien sûr, de tout type d'intérêt général,
Alors, ça peut être la défense de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre la faim, la soif, la malnutrition, le développement de bonnes pratiques alimentaires, c'est le cas par exemple de Danone, la lutte contre les préjugés, racistes, sexistes, certaines violences, défense de la liberté de la presse, du pluralisme dans les médias. J'ai évoqué tout à l'heure un groupe de presse qui s'est doté du statut de société à mission, la protection de l'enfance, la réinsertion des condamnés. Et je vous signale sur ce point un élément qui a été très peu, voire pas aperçu du tout, c'est le fait qu'il y a un décret du 26 décembre 2019 qui a rendu les sociétés à mission éligibles au travail d'intérêt général. Alors, on commence d'ailleurs, à travers cet exemple, à comprendre qu'il n'y a pas lieu forcément d'opposer la poursuite d'un intérêt général avec la poursuite d'un intérêt spécifique, parce que le travail d'intérêt général, c'est un mode d'exécution d'une peine. Et quand une entreprise accueille quelqu'un qui vient réaliser un travail d'intérêt général en son sein, c'est un travail qui n'est pas rémunéré, c'est un travail gratuit. Donc vous voyez que tout en effectuant une œuvre de réinsertion des condamnés, la société à mission peut bénéficier d'un travail gratuit. Donc il n'y a pas lieu d'opposer forcément les deux concepts, et on le verra dans un instant. Alors de manière transversale, ça va permettre l'affirmation d'une mission, d'affirmer ou de réaffirmer dans les statuts de la société ses valeurs. Ça va lui permettre, le cas échéant, d'adapter son activité, sa stratégie de groupe, en considération de sa mission, d'objectifs retenus. Et ça va lui permettre, bien sûr, d'améliorer l'image et la stratégie de communication de la société. Et sur ce point, je l'ai déjà évoqué, mais j'aimerais y revenir. On oppose souvent le sens et la performance. On oppose, par exemple, dégager le maximum de bénéfices avec la poursuite d'un intérêt éthique ou d'un intérêt général. En réalité, les deux peuvent être conciliés. Alors, l'exemple numéro 1, c'est l'exemple de CVS, qui, vous le savez, CVS, c'est un réseau de magasins, et de magasins qui est très présent aux États-Unis et qui notamment fait office de pharmacie. Eh bien, quand CVS est devenu le premier distributeur des USA à cesser la vente de cigarettes, oui, c'est assez étonnant en France, hein, au sein d'un réseau où on prend les médicaments, on peut vendre aussi les cigarettes. Bon, eh bien, CVS a fait le choix d'arrêter de vendre des cigarettes. Eh bien, très rapidement, CVS a vu sa part de marché progresser, sa perte de chiffre d'affaires liée au fait qu'il ne vendait plus de cigarettes a été compensée en moins d'1 an. Le deuxième exemple, qui est un exemple que j'aime bien, qui m'est familier, parce que le président Netter a évoqué tout à l'heure le fait que j'avais été chercheur associé à New York, au sein de la New York Law School, en 2012-2013, c'est l'exemple de la société Ethos Water. La société Ethos Water, c'est une société qui commercialise des bouteilles d'eau, et son modèle économique, il est basé sur le fait que sur chaque bouteille achetée, 5 cents sont reversés à des associations en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations qui habitent dans des pays en voie de développement. Eh bien, cette société Ethos Water, elle a obtenu un partenariat pour que ces bouteilles soient revendues au sein du réseau Starbucks. Et que s'est-il passé quand ces bouteilles sont arrivées en vente chez Starbucks? Eh bien, elles ont extrêmement bien marché. Les Américains, les New-Yorkais tout spécialement, les ont massivement achetées. Et on s'est rendu compte que, compte tenu de la faible fraction du prix de la bouteille versée, les bénéfices, c'était une charge bien sûr, mais les bénéfices ont été très très importants, à tel point que Starbucks a racheté cette société afin de l'intégrer. Et aujourd'hui, quand vous allez chez Starbucks en France, vous pouvez acheter votre bouteille d'eau Ethos Water. Et les fondateurs de cette société
ont généré de très importants gains en capital. Alors, c'est là une objection qu'on voit d'ailleurs s'adresser directement aux sociétés à mission. C'est ce qu'on appelle le risque de purpose washing, c'est-à-dire le risque de blanchiment, en quelque sorte, de blanchiment d'objectifs. C'est-à-dire, c'est là le soupçon qui va bien sûr peser sur une entreprise, c'est de s'abriter derrière un objectif honorable pour pouvoir gonfler ses résultats. Il y a très souvent, assez naturellement, chez le consommateur et chez le citoyen, une forme de soupçon à l'égard de groupes industriels lorsqu'ils expliquent qu'ils souhaitent faire le bien sur Terre. Ça paraît trop beau pour être vrai. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'évidemment, et c'est là, je dirais, l'enjeu de la société à mission, pour que la société à mission puisse remplir son but et puisse connaître le succès, il faudra que la mission soit sincère et qu'elle soit réalisée en pratique. Alors, l'originalité, la grande originalité française, je vous l'ai dit, c'est que la société à mission, à la française, ce n'est pas une forme sociale à part entière, mais c'est une simple qualité que peut s'adjoindre toute société. Et alors là, je reviens sur ce point parce que c'est absolument fondamental. Je vous ai dit, aux États-Unis, au Canada, en Italie, c'est le même système qui prévaut. C'est une société à part entière qui s'appelle la Benefit Corporation. C'est une forme sociale à part entière. Alors qu'en France, eh bien, le législateur a fait un choix qui est de permettre à n'importe quelle forme sociale de devenir à mission, sans pour autant devenir une nouvelle forme sociale. Ça, c'est très important. Alors, c'est pourquoi un certain nombre d'auteurs ont souligné le fait que la société à mission à la française, ce n'est pas une forme sociale, c'est certain. Ce n'est peut-être même pas un statut véritablement. C'est, et c'est le terme qui est utilisé par le décret, c'est une qualité. Alors, à partir de là, il y aura des SARL à mission, des SAS à mission, des SA, des SCA, des SNC. Une incertitude sur la société civile à mission parce que les articles qui instituent la société à mission, ils figurent dans un livre du Code de commerce qui est intitulé des sociétés commerciales. Et évidemment, le simple emplacement dans des dispositions consacrées aux sociétés commerciales ont fait dire au premier commentateur qu'une société civile ne pourrait pas être à mission. Je crois que la chose se discute parce que il n'y a rien dans la lettre de la loi qui exclut les sociétés civiles. Je crois surtout que l'esprit qui anime la société à mission ne s'arrête pas, ne devrait pas s'arrêter aux portes de la société civile. Alors, pour pouvoir faire état, je l'ai dit publiquement, de sa qualité de société à mission, pouvoir se dire telle, la société, elle doit d'abord commencer par se déclarer telle au RCS, et donc le greffier, il va publier cette qualité, sous réserve que la société fasse état dans ses statuts de la raison d'être de la mission, et puis du fameux comité de mission, qui fait partie des modalités de suivi d'exécution de la mission. Le greffier, il ne va pas juger de la sincérité du dossier, il va se contenter d'un contrôle à ce stade qui est strictement formel. Et par la suite, la société, on va le voir, devra désigner un organisme tiers indépendant, un OTI, qui est chargé du contrôle de l'exécution de sa mission. Donc, vous l'avez compris, doter la société d'une mission, c'est tout d'abord inscrire dans ses statuts, évidemment, une raison d'être, et puis une mission. Alors, la raison d'être, c'est dans la colonne de gauche, la mission, c'est dans la colonne de droite. Donc, je reprends les termes. La raison d'être, elle est constituée des principes dont la société se dote.
et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Et puis, la mission, c'est un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Alors, plusieurs remarques concernant la raison d'être d'une part et la mission d'autre part, parce que là, on est vraiment au cœur du dispositif. La raison d'être, on est au stade des grands principes. La mission, on est au stade ultime, ce sont des objectifs qui sont sociaux et environnementaux. Référence qui n'est pas faite à proprement parler dans la raison d'être. La raison d'être, alors, on lit beaucoup de choses à ce sujet. Un juriste a beaucoup de mal à bien comprendre la chose, à bien l'intellectualiser, moi le premier. J'en suis un peu arrivé à la conclusion, personnellement, que la raison d'être, elle est en quelque sorte le pont, c'est un pont qui est jeté entre l'objet social et l'intérêt général. La société a un objet social et il s'agit de montrer d'une certaine manière comment cet objet social se projette au regard de l'intérêt général. Donc c'est quelque chose qui peut rester relativement vague, relativement flou, mais qui va permettre de positionner la société dans son environnement. Et puis, les objectifs sociaux et environnementaux, la mission, on en attend normalement quelque chose de plus précis en tout cas que la raison d'être, c'est assez évident, mais sachez qu'en pratique, la mission et la raison d'être, bien que théoriquement très distinctes, sont imbriquées. Et vous avez beaucoup de raisons d'être qui commencent par les mots « la mission de est de ». Et on se dit, ah bah tiens, c'est une société à mission, et on se rend compte que ce n'est pas forcément une société à mission, on se rend compte qu'en fait, la mission de décrit derrière la raison d'être de la société. Donc, un point important à souligner, c'est que il est possible de verrouiller ces clauses qui sont des clauses statutaires, puisque la mission et la raison d'être, ce sont des clauses qui vont figurer dans les statuts. Et à partir de là, bien sûr, il est envisageable, en tout cas c'est possible dans la SAS, de stipuler que les clauses correspondantes ne pourront être, par exemple, adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Ça va permettre de verrouiller la raison d'être, la mission, et ça va permettre, le cas échéant, de faire que si la société est vendue et que l'un des minoritaires garde une action entre ses mains, eh bien l'acquéreur n'aura pas la possibilité de remettre en question la raison d'être ou la mission. Certains y ont vu un mécanisme qui pourrait aller jusqu'à constituer un mécanisme anti-OPA. Bon. En tout cas, c'est un mécanisme qui est susceptible en quelque sorte de sanctuariser la mission. Je signale également que dans les SAS, eh bien, il est possible de confier l'adoption et la modification de certaines dispositions statutaires à n'importe quel organe. C'est une grande originalité de la SAS. Et donc, par exemple, il serait parfaitement envisageable de doter le comité de mission de la possibilité de modifier les statuts en vue, par exemple, de modifier la mission. Point très important, au regard de leur caractère tout à la fois déterminant et intime, l'élaboration de la raison d'être et de la mission ne saurait normalement être déléguée à des prestataires de services. Ils peuvent être là pour aider le chef d'entreprise et les actionnaires ou les associés à déterminer la raison d'être et la mission, mais on ne saurait évidemment déléguer cela à des tiers. Une illustration. Alors j'ai choisi le groupe Rocher. Pourquoi le groupe Rocher plutôt qu'un autre? Il fallait bien choisir. Disons que je suis breton de cœur, donc évidemment j'y suis sensible. Et puis il m'apparaît que
Le groupe Rocher est un groupe, je dirais, qui a fait un peu ses preuves. On ne peut pas le soupçonner de faire du purpose washing, qui sont, semble-t-il, je crois, très sincères dans leur démarche. Et donc, si on regarde la raison d'être et la mission du groupe Rocher, ben, on s'aperçoit que ce sont d'abord des raisons d'être et missions qui, comme je vous l'ai dit, se recoupent assez largement, et puis qui sont, mais ça je mentionne que de ce que j'ai pu étudier jusqu'alors des raisons d'être et des missions, c'est un peu général, qui sont relativement généraux, qui ne sont pas d'une très grande précision. Il n'y a pas des engagements extrêmement concrets comme on peut le retrouver aux États-Unis, comme par exemple reversement d'1% du chiffre d'affaires ou des bénéfices à tel ou tel type d'association. Je dirais que le point le plus concret qu'on retrouve, c'est faire de la Gacilly, qui est la commune, si j'ose dire, berceau du groupe Yves Rocher, l'emblème d'un écosystème vertueux et d'offrir des expériences de bien-être au bienfait de la nature. Alors, je signale que, par exemple, il y a une fondation, on peut articuler, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot, la société à mission comme n'importe quelle société d'ailleurs, mais ça a peut-être plus de sens quand c'est une société à mission avec une fondation. Et il y a une fondation Yves Rocher, et que cette fondation Yves Rocher, par exemple, est en charge de planter des arbres. Et ayant fait un tour tout à l'heure sur le site, j'ai cru voir qu'ils avaient planté près d'1 million d'arbres. Vous voyez, donc c'est dire que même si en lisant comme ça très rapidement la raison d'être à la mission, on peut sourire, il y a quelque chose derrière, évidemment, derrière cela. Voilà. Alors, confirmation de la qualité de la société à mission. Donc, vous avez compris, affirmer la mission, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut encore, en quelque sorte, confirmer. Ça se fait évidemment à travers le contrôle de l'exécution de la mission. Alors, point très important, la loi Pacte a mis en place un double système de contrôle. Il y a un contrôle interne et il y a un contrôle externe. Le contrôle interne à travers ce que j'ai déjà évoqué, le comité de mission, qui peut uniquement être un référent de mission, et puis un contrôle externe à travers le fameux organisme tiers indépendant, OTI, dont on reparlera, parce que, me semble-t-il, c'est peut-être le point, je dirais, le plus important, le pilier le plus important de la société à mission. Alors, si je m'intéresse un instant au contrôle interne, c'est-à-dire au comité de mission. Alors, c'est un organe social statutaire, donc il est dans les statuts, c'est un véritable organe social à part entière, distinct des autres organes, dit la loi, et il comporte au moins un salarié. Sachant que ce comité de mission, alors on ne nous en dit pas plus, ça laisse une grande liberté de composition de ce comité, ce qui peut être très très intéressant. Dans une société familiale, par exemple, je l'ai évoqué, on peut très bien retrouver la plupart des membres de la famille. Un référent de mission. Alors, le référent de mission, on va le retrouver lorsque la société emploie au cours de l'exercice moins de 50 salariés permanents, sachant qu'il peut s'agir d'un salarié de la société, mais que ce n'est pas forcément, donc à contrario, un salarié de la société. Alors, ce référent de mission, il peut s'avérer très intéressant, alors bien sûr dans les petites sociétés, mais aussi dans des grands groupes. Si on veut, par exemple, faire de la holding une société à mission, parce que la holding n'a pas forcément de salariés, elle peut très bien ne pas en avoir, et dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas les 50 salariés permanents, loin s'en faut, eh bien, on pourra se contenter d'un référent de mission qui pourrait être toute personne, mais qui pourrait être un salarié alors on nous dit un salarié de la société, mais en réalité ça pourrait être un salarié d'une des sociétés du groupe, un salarié d'une filiale par exemple, qui pourrait être mobilisé. Et alors, quelle est la fonction de ce comité ou de ce référent de mission? Eh bien,
ils sont chargés exclusivement du suivi, nous dit la loi, du suivi de la mission. Donc concrètement, ça consiste en quoi? Ça consiste en une présentation annuelle d'un rapport. Ce rapport, il est présenté à l'Assemblée générale annuelle. Et ce comité de mission, il fait toute vérification qu'il juge opportune et il se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission. Je ne vois pas ce qui interdit d'aller plus loin et de confier davantage de pouvoir à ce comité de mission. J'ai évoqué le fait que ce comité pourrait être dans la SAS, puisque ce n'est pas réservé à un organe quelconque par ailleurs par la loi. On pourrait très bien envisager dans une SAS de faire de ce comité de mission un organe chargé de faire à tout le moins une proposition de modification, pourquoi pas de la mission, voire de modifier directement les statuts et d'être un organe en charge de la modification des statuts et donc de la mission. Ça me semble parfaitement envisageable dans une SAS. Ça permet de responsabiliser davantage ce comité de mission. Il faut bien voir que ce comité de mission, il a un rôle interne. C'est normalement un rôle qui est un rôle bienveillant. Il est là pour éventuellement alerter quant au fait que la mission est peut-être trop floue, qu'on peut peut-être la préciser de telle ou telle manière. Il doit jouer le rôle, normalement, je crois, d'aiguillon. C'est un aiguillon de la mission. C'est une sorte de coach interne, plus, me semble-t-il, qu'un organe qui est chargé d'entraîner des sanctions contre la société si la mission n'est pas respectée. Normalement, le comité de mission, il doit faire en sorte que les choses se passent bien ultérieurement, notamment au regard de ce deuxième organe contrôleur qui est l'organisme tiers indépendant, l'OTI. Alors, l'organisme tiers indépendant, là on aborde un point extrêmement important. Il est tout d'abord désigné, nous dit le décret, ça figure dans le décret d'application, par l'organe en charge de la gestion, sauf clause contraire des statuts, qu'on pourrait prévoir le contraire dans les statuts. L'organe en charge de la gestion, alors on va comprendre que dans une SA, ça va être le conseil d'administration. Il faut comprendre que dans une autre société, en réalité, il va s'agir du dirigeant. Par exemple, dans une SAS, ce sera le président. Dans une SARL, ce sera le gérant. Cette désignation doit être faite parmi des organismes qui sont accrédités à cet effet par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Vous pouvez aller sur son site internet et vous aurez accès, moyennant inscription préalable, à la liste des organismes qui ont été accrédités par lui pour réaliser la fonction d'organisme tiers indépendant. L'OTI est soumis à des incompatibilités qui sont en réalité les incompatibilités qui réglementent la profession de commissaire aux comptes. Et il est désigné pour une durée initiale de 6 exercices maximum, c'est renouvelable, dans la limite totale de 12 exercices. Voilà pour la désignation. Le timing de la vérification par l'organisme tiers indépendant, cette vérification s'effectue tous les 2 ans au moins, il peut être plus bien sûr, 3 ans si la société emploie au cours d'exercice moins de 50 salariés permanents. Et la première vérification doit avoir lieu un peu plus tôt, puisque ça doit se faire dans les 18 mois de l'acquisition de la qualité de société à mission, 24 mois si là encore on est en présence d'une petite société qui emploie moins de 50 salariés permanents. Concrètement, quelles sont les modalités de cette vérification? L'OTI va avoir évidemment accès à l'ensemble des documents qui sont détenus par la société, qui sont utiles à la formation de son avis, et il peut procéder à toute vérification sur place qu'il estime utile, et il peut, avec leur accord bien sûr, faire de même, par exemple, au sein des filiales, si la société en a. Il émet, au terme du processus de vérification, un avis, et cet avis doit être motivé. Il fait mention des diligences qui ont été menées, il se prononce positivement ou négativement sur le respect des objectifs.
Et le cas échéant, il doit faire mention des raisons pour lesquelles les objectifs n'ont pas été atteints ou pour lesquels l'OTI n'a pas été en capacité de parvenir à une conclusion si, par exemple, on ne lui a pas transmis tous les documents qu'il réclamait et qui lui semblaient indispensables. Et l'avis motivé le plus récent doit être joint au rapport du comité de mission et il doit être mis en ligne sur le site internet de la société où il devra rester accessible pendant au moins 5 ans. Ce point est très important parce que, évidemment, ça vient pleinement responsabiliser la société puisque là, on a un élément qui est un élément public. Et quelle est la sanction d'une exécution de la mission? Là, on arrive, je dirais, au terme du processus. L'avis qui est rendu par l'OTI a une portée considérable puisque s'il conclut qu'un ou plusieurs des objectifs n'ont pas été respectés, eh bien, le ministère public ou toute personne intéressée, ça pourrait, me semble-t-il, être un associé, ça pourrait être un salarié de la société, peut-être un fournisseur, peut saisir le président du tribunal de commerce statuant en référé, et tout cela au fin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention société à mission de tous les documents où cette mention apparaissait, c'est-à-dire les actes, les documents, les supports électroniques émanant de la société, et qui est quand même une cause d'attractivité très très forte de la société à mission, c'est le fait que la société à mission va être estampillée comme telle, hein, il y a une forme de labellisation vertueuse que va perdre la société. Et évidemment, l'impact est considérable parce que de la même manière que la société semblait vertueuse ayant acquis cette qualité de société à mission, et bien là, elle va tout à l'inverse apparaître comme n'étant pas du tout vertueuse parce qu'elle a perdu sa qualité de société à mission, elle n'a pas été à la hauteur de ses engagements. Alors pour conclure, je crois que j'arrive au terme de la fameuse heure dont on me parlait. L'avenir de la société à mission, il repose sur plusieurs choses. Alors, d'abord, évidemment, et ça, je crois que c'est fondamental, il repose sur la sensibilité, les convictions et l'engagement des acteurs économiques. C'est la sincérité du projet qui, déjà, je crois, va porter la société à mission. L'absence de sincérité, au contraire, me semble-t-il, serait de nature à torpiller le dispositif. Et évidemment, la sincérité, elle se juge largement, il faut bien le dire, à ses fruits et à l'effectivité du contrôle par l'OTI. Alors, c'est l'occasion ici de mentionner des points qui, me semble-t-il, peuvent être considérés comme une forme de, je dirais, de lacune peut-être de la loi. Alors peut-être que certains trouveront que c'est très bien ainsi, mais la loi est muette sur les tâches que l'organisme tiers indépendant doit réaliser pour se prononcer sur la matérialité des objectifs que la société s'est donnés. Tout d'abord, un premier point, quand on parle de la mission, la loi n'impose pas, non plus que le décret, une forme de précision. C'est-à-dire que la mission, elle peut rester, en l'état actuel de la loi, assez floue. Mais il me semble que si la mission reste floue, on ne met pas véritablement en mesure l'organisme tiers indépendant de formuler un avis pertinent. Je ne sais pas comment feront les premiers OTI pour se prononcer sur ce point, mais il me semble que là, il y a un véritable problème. La tendance pourrait être de ne pas formuler des objectifs très précis, de sorte à toujours pouvoir dire que d'une manière ou d'une autre, on les a respectés. Si on s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires et qu'on ne le fait pas, de manière très nette, l'OTI dira que la mission n'a pas été respectée.
Si on s'engage à reverser une partie, sans préciser le montant, de son chiffre d'affaires, ou alors plus largement à aider des associations sans dire comment, là, on est un peu plus dans le flou et on se met moins en mesure d'aller violer la mission. Mais en même temps, la mission, elle est moins engageante, elle est peut-être moins pertinente et peut-être fera-t-elle davantage sourire. Alors, ceci étant dit, certains jalons peuvent sembler incontournables. Est-ce que les objectifs sont concrètement précisément définis? Est-ce qu'ils sont quantifiés, phasés dans le temps? Sont-ils étayés? Est-ce qu'on a associé les parties prenantes à l'élaboration des objectifs? Et est-ce que ces parties prenantes ont été éventuellement interrogées par l'OTI pour recueillir leur avis? Et puis, dernier point, le président Netter l'a évoqué, le contexte économique, évidemment, me semble assez important pour le respect ou non de la mission. Il est évident que la crise du Covid n'est pas très, très favorable au développement des missions et peut-être au respect des missions. Ceci étant dit, encore une fois, si la mission qui a été définie est restée relativement dans le flou ou à cibler des objectifs qui sont réalistes, bah, normalement, la crise devrait passer et permettre à la société de réaliser ses objectifs. Je note, et je conclurai sur ce point pour laisser la place évidemment aux questions, qu'il ne vous aura pas échappé que le groupe Danone, qui s'est constitué, enfin qui a adopté en tout cas la qualité de société à mission à travers sa société cotée, a annoncé en novembre des licenciements liés à la crise du Covid. Yves Rocher, j'ai évoqué le groupe Rocher, n'a pas été en mesure à un moment donné, pour des raisons qu'on peut parfaitement comprendre, de payer ses fournisseurs dans les temps. On a fait d'ailleurs état publiquement. Voilà. Est-ce que ça signifie pour autant que la mission est violée? Non, dès lors qu'on n'a pas mis dans la mission qu'on s'engageait à ne licencier personne, pour quelque cause que ce soit, bah, on peut très bien, et ça ne remet pas en cause des engagements qu'on peut prendre par ailleurs, respecter la mission. Voilà, je crois que j'en ai terminé, donc je laisse la place aux questions. Merci infiniment, monsieur le professeur. Merci également au président Netter d'avoir introduit ces débats absolument passionnants. Alors, je vais peut-être débuter par une question qui me brûle les lèvres. Finalement, on comprend bien que les sociétés ont un intérêt finalement en tout cas au début, ab initio, à s'autoproclamer finalement relativement vertueux, à s'autoproclamer relativement exemplaires. Ma question tourne autour de la responsabilité et quelque part du retour de bâton finalement qui pourrait avoir lieu une fois que l'on, je dirais, fait un peu de marketing juridique, et dans ma bouche, ça n'a rien de péjoratif, quand on explique effectivement, c'est ce qu'évoquait également le président Netter, que la société entend privilégier des relations excellentes avec ses salariés et ses collaborateurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement en termes de responsabilité, que ce soit contractuel, que ce soit vis-à-vis des tiers, que ce soit vis-à-vis des salariés, que d'avoir une responsabilité finalement alourdie vis-à-vis de ces obligations que l'on prend et qui font naître tout de même potentiellement certaines obligations? Oui, alors je dirais que la réponse est positive, évidemment, mais alors qui va encourir cette responsabilité? Alors, tout d'abord, quel est l'événement, me semble-t-il, déclencheur de cette responsabilité? La raison d'être, la mission, ce sont des clauses qui figurent dans les statuts. À partir de là, ça va être dans le contrat de société, dans les statuts de la société, dans le contrat de société. Donc, c'est un mécanisme qui, d'une certaine manière, devient un peu contractuel, qui va être engageant pour la société. Et surtout, on a vu que si la mission n'est pas respectée et que si on en constate la violation, cela peut aboutir à la perte du statut de société à mission. Il est évident qu'il y a là un préjudice qui est subi par la société, et la société qui perdrait son statut de société à mission,
et que il y aura lieu, le cas échéant, d'aller rechercher la responsabilité. Pourquoi la société n'a-t-elle pas tenu ses engagements? Et là, naturellement, on va probablement s'orienter vers les dirigeants. Hein, et si on s'aperçoit que les dirigeants n'ont pas mis la société en mesure de respecter les engagements, leur responsabilité pourrait être engagée, à tout le moins, dans l'ordre interne. Donc ça, c'est le point le plus fondamental, s'agissant de la responsabilité. Parce que après, d'autres sanctions, je ne les aperçois pas. Par exemple, la nullité d'un acte violant la mission en tant que tel ne peut pas être, selon moi, obtenue. D'accord. Merci infiniment. Alors, toujours dans cette optique de relance économique et peut-être de coexistence finalement de la société à mission avec la crise et finalement le compte à rebours, hein, qui est aujourd'hui lancé pour beaucoup d'entreprises. J'ai entendu parler du label France Relance, qui est aujourd'hui un label qui est dédié notamment aux fonds d'investissement pour flécher l'épargne des Français, au profit et au bénéfice d'entreprises qui seraient vertueuses, qui seraient finalement sélectionnées par ces mêmes fonds. Il s'agit d'une manne, à mon avis, financière assez exceptionnelle, puisque les Français ont quand même relativement épargné pendant cette crise et seraient potentiellement prêts à augmenter les fonds propres et les quasi-fonds propres des entreprises. Ma question est-ce que vous faites un lien, professeur Mortier, entre le label France Relance, qui est un label en cours, hein, puisque finalement le label a été dévoilé il y a quelques semaines, et le statut finalement de société à mission? Je pense qu'il y a peut-être un intérêt de lier les deux, voire d'octroyer finalement une certaine bienveillance finalement des investisseurs vis-à-vis des sociétés à mission, sous réserve bien évidemment que cette autoproclamation finalement vertueuse soit suivie d'effets à long terme. Alors, je dirais que de manière générale, les fonds d'investissement, on le voit bien, ils sont de plus en plus sensibles aux questions d'investissement dans des sociétés vertueuses. Et on l'a vu, par exemple, à travers les déclarations du dirigeant du fonds d'investissement BlackRock, qui a très nettement fait savoir qu'il invitait, ce sont des centaines de milliards de dollars qui sont investis via ces fonds d'investissement dans des sociétés dans le monde, il incitait très fortement les entreprises à définir leur raison d'être. Et là, on voit qu'évidemment, les fonds d'investissement deviennent en quelque sorte des interfaces absolument fondamentaux. Alors, c'est vrai que les fonds labellisés, pour le coup, France Relance, là, on a une sorte d'incitation qui est donnée de la part de l'État. Je dirais qu'il n'est pas nécessaire pour y être éligible d'être une société à mission, et pas nécessaire que le fonds investisse dans une société à mission pour être dans une société qui n'est pas à mission. Si évidemment la société est à mission, il est possible, pas encore certain, mais il est possible que les critères qui sont définis par ce fameux label France Relance soient remplis, puisque ils doivent respecter, les fonds labellisés France Relance, ils doivent respecter un ensemble de critères qui sont environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et qui incluent notamment l'interdiction du financement d'activités charbonnées. Donc, il est probable qu'une société à mission aura plus de chances, si j'ose dire, d'entrer dans les cases de cette éligibilité au label que les sociétés qui ne le sont peut-être pas. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument mécanique. Merci infiniment, c'était très clair. Alors, on a une question de Suzy qui évoque notamment l'articulation de la société à mission avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui peuvent aujourd'hui être des sociétés commerciales. Alors, effectivement, vous avez parfaitement rappelé que la société à mission n'était pas une catégorie de société, mais quelle est finalement, si vous deviez conseiller demain une entreprise qui souhaiterait finalement afficher ses vertus, je vais le dire comme ça, et finalement exploiter le catalogue de ses qualités de façon externe, je vais le dire ainsi, est-ce que vous lui conseilleriez finalement d'aller vers les formes sociétales conçues de l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que vous lui conseilleriez davantage la société à mission, et qu'est-ce qui ferait finalement qu'on arbitre en faveur de telle ou telle
solution? Alors, l'ESS, c'est un dispositif qui existe depuis à peu près, je crois, 5 ans, qui n'a pas fait du tout ses preuves parce que les conditions d'accès sont extrêmement restrictives. Et donc, l'ESS s'est coupé en quelque sorte de ce qui reste quand même le modèle classique, les modèles classiques, si j'ose dire, des sociétés de droit commun qu'on connaît. Donc, évidemment, non, je ne conseillerais pas d'aller vers l'ESS. Et d'ailleurs, je veux dire que, évidemment, les professionnels n'ont pas attendu de savoir ce que je pouvais, moi, pauvre personne physique, penser pour décider. C'est simplement qu'on constate que ça a été un échec en pratique. Ça a été un échec parce que les ESS sont des mécanismes qui sont très, très spécifiques, qui contribuent, qui ont fait en quelque sorte que ces mécanismes ont été en quelque sorte ghettoisés. Alors, c'est ce qui existe dans une très moindre mesure aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, je rappelle qu'il y a une grande différence entre le système français et le système qui prévaut notamment aux États-Unis, c'est que la France a fait le choix d'une qualité qui s'adjoint à une société qui sont des sociétés de droit commun. Et je crois que c'est une forme le modèle à la française, je le trouve assez séduisant. On peut le critiquer par ailleurs, hein, mais je le trouve assez séduisant parce que justement, il ne ghettoise pas, on ne considère pas que pour poursuivre un intérêt général, pour réaliser un intérêt général, il faut entrer dans une forme de structure qui est une structure qui remplit des conditions qui sont celles-ci, et on ne peut pas, par contre, dans une SARL, dans une SAS, on ne peut pas y accéder parce qu'on n'est pas dans la forme sociale correspondante. Et donc, je crois que la démarche française est de ce point de vue beaucoup plus intéressante. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, loin s'en faut, mais voyez bien encore une fois que quel est le succès des Benefit Corporation aux États-Unis? Ça reste limité. C'est encore une fois, si je prends l'État du Delaware, c'est 900 structures qui ont été créées ces dernières années, 900 sociétés. C'est rapporté, encore une fois, sachant que 95% des sociétés américaines sont immatriculées dans l'État du Delaware. C'est très, très, très peu de choses. Alors, ce sont souvent des sociétés qui sont emblématiques. On les connaît, on les identifie, donc ça donne une visibilité au dispositif. Il n'empêche que ça reste quand même très peu de choses. En Italie, j'avais convié il y a quelques années avec un collègue une collègue italienne de l'université de Pise à venir nous parler de la société à bénéfice. Elle nous avait expliqué, cette chère collègue, que c'était 1000 sociétés à tout casser. On était en 2017, 2 ans après le dispositif. C'était 1000 sociétés qui avaient adopté ce dispositif, ce qui, à l'échelle évidemment de l'État italien, reste encore très très peu de choses. Donc je crois que ce qui est intéressant avec le dispositif de la société à mission, c'est que n'importe quelle société peut devenir à mission. Et ça ouvre le dispositif. Et je crois que la France a pu adopter ce modèle précisément parce que nous ne sommes pas dans un modèle américain où on a une jurisprudence qui nous dit qu'une société ne peut pas poursuivre un but autre que la maximisation des profits des associés, parce que si on le fait, les dirigeants engagent leurs responsabilités. Et donc, on voit que le dispositif de la loi Pacte est venu ouvrir cette logique, c'est-à-dire qu'on a assoupli l'intérêt social à d'autres intérêts que le pur intérêt commun des associés. Derrière, on a pu mettre en place une raison d'être, et derrière, on a pu encore ouvrir le dispositif à la société à mission. Donc, pour répondre très clairement à votre question, l'ESS, non. La société à mission, oui. Merci beaucoup. Alors, il y a une question que je vais un peu m'approprier, mais c'est celle de la responsabilité finalement de l'organisme tiers indépendant. Et finalement, sa mission, quelle est-elle? Vous avez effectivement expliqué parfaitement que sa mission pouvait être relativement large, relativement floue. Bon, elle me paraît aussi être
je dirais, cette responsabilité me paraît être à mettre en relation avec notamment le scandale qu'il y a eu en Allemagne aujourd'hui à propos de Wirecard et de la société Ernst & Young, qui aujourd'hui est frappée quand même d'une enquête pénale sur ce sujet-là. Si effectivement une société française lève des fonds très significatifs avec ce statut-là, que ce statut disparaît ou alors soit il disparaît, soit il est maintenu relativement artificiellement par un organisme tiers indépendant, quel est le niveau de responsabilité finalement que l'on peut attendre de cet organisme tiers indépendant? Est-ce qu'il y a une assurance spéciale? Est-ce qu'il y a finalement des professions qui sont peut-être plus, je dirais, plus à même de réaliser ces missions-là, de par leur propre déontologie et leur capacité à éventuellement gérer la notion de conflit d'intérêts? Je pense aux avocats également, même si les commissaires aux comptes sont naturellement finalement invités à l'être. Voilà, c'est une question un peu large sur finalement la notion d'OIT. Alors j'espère que je ne vous perds pas à travers ces questions en cascade. Mais Non. voilà, c'est la question plus large de la responsabilité de l'OIT vis-à-vis des tiers. La publicité finalement également, parce que ça a été posé en cas de retrait du statut en cours de validité. Est-ce qu'on doit finalement appliquer une forme de parallélisme des formes, enfin d'imposer à la société un parallélisme des formes lorsqu'il n'y a plus de statut? Et qu'est-ce qui se passe lorsque le statut est maintenu de façon un peu artificielle sans forcément faire toutes les recherches qui devraient être réalisées pour s'assurer que la société respecte bien ses engagements? Je crois qu'on aborde ici peut-être une des faiblesses, sinon des lacunes du dispositif actuel. C'est le flou qui règne autour de ce statut de l'organisme tiers indépendant, parce que, de ce que j'en ai compris, c'est un organisme alors, qui est forcément, évidemment, agréé par le COFRAC, mais si on laisse ce point de côté, évidemment, en pratique, ce sont beaucoup des commissaires aux comptes, mais ce n'est pas nécessairement un commissaire aux comptes, même si la loi fait référence aux incompatibilités des commissaires aux comptes. Ça veut dire qu'évidemment, il ne faut pas que l'organisme en question soit lié financièrement, personnellement, etc., à la société qui est contrôlée. C'est tout ce que cela signifie. À partir de là, ça ouvre évidemment le champ des professionnels, me semble-t-il, qui pourraient avoir accès à cette profession. Je n'ai pas vu qu'il y avait une exigence particulière de diplôme, de formation. Vous me dites que les avocats, c'est une question qui se pose. Hein. J'y réponds pas, hein, parce que je ne veux pas encourir pour le coup engager ma propre responsabilité sur ce point. Mais pourquoi pas et la question qui se pose, c'est qu'évidemment, les missions qui sont fixées ne sont pas forcément des missions, pour le coup, qui sont des missions d'ordre comptable, mais qui peuvent être liées éventuellement, effectivement, à une forme d'audit juridique. Est-ce que pour respecter les droits des salariés, je mets en œuvre tel ou tel process? Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui pourraient très bien être du ressort ou du contrôle si j'ose dire, d'un juriste. Et voilà. Alors après, toute la difficulté, c'est qu'on a si j'ose dire, un OTI dont on ne sait pas très bien qui il sera, même si on pense immédiatement au commissaire aux comptes, bien sûr, qui semble-t-il se sont immédiatement positionnés, si j'ose dire, et fort légitimement sur ce marché, mais ça ne semble pas fermer ce marché aux autres professions. Mais après, ça va poser tout un tas de questions, parce que dans la mesure où la mission elle-même, la loi n'exige pas qu'elle soit définie de telle ou telle manière, comme je l'ai expliqué, on s'aperçoit qu'elle est parfois très floue en pratique. Vérifier la mise en œuvre d'une mission qui est définie de manière extrêmement floue. La protection de l'environnement, enfin voilà, une fois que vous avez dit ça, si vous n'avez pas fixé des objectifs qui sont très concrets, qui sont quantifiables, qui sont identifiables, qui peuvent être vérifiés, vous ne mettez pas forcément en mesure l'organisme tiers indépendant d'effectuer sa mission.
Et peut-être là, la référence par le décret au fait qu'il n'a pas été en mesure de réaliser le contrôle, peut-être que ça pourrait entrer dans cette ligne de compte en disant que la mission n'est pas véritablement contrôlable. Voilà. Après, évidemment, le professionnel, ce type de professionnel, comme tout professionnel, est susceptible d'engager sa responsabilité. Et si, s'agissant de missions dont l'exécution peut être très précisément contrôlée, on s'aperçoit que l'OTI a failli, évidemment, il engagera sa responsabilité. Merci infiniment. Alors, il y a une question qui a été posée et qui me paraît excessivement intéressante, celle finalement de la distribution de dividendes et puis la question de la gouvernance qui est cumulée avec la société à mission, qui a effectivement une mission à long terme précisément. Est-ce que finalement des associés qui acceptent et qui valident la notion de société à mission sont supposés finalement, comment dire, y voir une réduction de la rentabilité au profit de l'investissement durable et donc de la propre rentabilité de l'entreprise et donc finalement une renonciation quelque part un peu individuelle à une fraction des bénéfices qu'il pourrait obtenir à terme. Est-ce que vous voyez ça comme une renonciation à un droit futur pour privilégier des impératifs un peu plus exigeants en termes de vertu, ou finalement est-ce que la société à mission est totalement déconnectée de la perception de dividendes annuellement? Alors, la mission, elle peut avoir un coût, hein, concrètement, évidemment, pour mettre en œuvre les fameux moyens qui permettent d'exécuter les objectifs, etc. Ça va avoir un coût. On n'a pas parlé du coût du contrôle, mais évidemment, enfin, je suis pas certain que les membres du comité de mission va les rémunérer. Hein, ça poserait un certain nombre de questions, mais l'OTI, il va évidemment falloir le payer. Alors moi, je ne sais pas. Il faudrait demander aux professionnels. Je pense qu'on a perdu temporairement le professeur Mortier. Je ne sais pas si Guillaume souhaitait intervenir, finir la réponse du professeur Mortier. Je pense que, alors, c'est une fin un peu brutale, mais le président Ringlet peut-être peut intervenir sur une question, alors, on avait dit environ 1h30, donc là, on est à... Ah, On est pratiquement arrivé effectivement au terme du temps qui nous était réservé. Et si le professeur Mortier peut se reconnecter dans la seconde ou dans la minute qui vient, ce sera parfait parce que vraiment, il y a une foule de questions. J'ai rarement vu autant de questions qui arrivent en même temps à l'instant. Et puis, elles étaient toutes aussi intéressantes les unes que les autres, notamment sur il y en a une qui attirait mon attention, qui était celle des sanctions éventuellement réclamées par un co-contractant d'une société à mission défaillante en termes de résolution éventuelle d'un contrat pour une altération de l'image. Il y a toute une série de questions auxquelles je suis personnellement à cet instant totalement incapable de répondre, tant elles sont techniques et tant il eût fallu que le professeur soit encore avec nous. Alors, sans meubler le temps, je vais, en espérant que le professeur Mortier se reconnecte, vous dire il y a quelques mots pour vous remercier tous de cette conférence, à la fois Monsieur le Président de l'avoir si bien introduite, Monsieur le professeur Mortier de l'avoir si bien menée, Cédric Dubuc d'avoir si bien orchestré les questions et Guillaume, notre organisateur en chef de la société Le Droit pour moi, d'avoir si bien maîtrisé jusqu'à cet instant les questions techniques, mais malheureusement, je pense que c'est une défaillance des ondes auxquelles le professeur Mortier est relié. Alors,
un mot pour droit et commerce. Donc, nos prochaines manifestations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, toute l'année 2020 de droit et commerce a été marquée par le numérique et par la transformation de nos conférences traditionnelles en webconférences. Donc, nous avons toute cette année eu des sujets particulièrement intéressants, aussi intéressants que le problème des pratiques restrictives, que le problème de la rémunération des dirigeants, que les assises de la prévention que nous avons tenues en septembre, que cette société à mission qui nous a particulièrement retenus et intéressés aujourd'hui et qui termine par conséquent notre programme de cette année. L'année prochaine est déjà organisée. Le 21 janvier, nous nous retrouverons pour une conférence du lundi qui sera donnée sur un sujet qui va nous permettre de nous souvenir que le droit des affaires est également public, puisque c'est Jean-Victor Maublanc, maître de conférence à l'Université de Poitiers, qui est co-lauréat du prix droit et commerce 2019, qui traitera d'un phénomène qui est relativement méconnu, et en tout cas méconnu jusqu'à l'ouvrage qui a rédigé sur le sujet, qui est le commerce des autorisations administratives à objet économique. En effet, en matière économique, l'autorisation administrative, comme on l'a déjà dit dans d'autres sphères, est un instrument de contrôle du marché dont l'instauration et souvent l'allocation sont théoriquement décidées par l'État, et le recours au marché pour distribuer certaines autorisations administratives bouscule cette prévention. L'autorisation devient l'objet même d'un marché tout en étant un outil censé le réguler. Donc, une conférence sur un sujet particulièrement méconnu qui recense environ 300 autorisations administratives à objet économique de nature tout à fait diverse, aussi bien les cessions de fréquences hertziennes en passant par le contrôle des pharmacies ou toute autre autorisation que l'on peut imaginer. Tout cela constitue un marché et donc Jean-Victor Maublanc nous en parlera. Le 8 mars, nous aurons notre assemblée générale annuelle qui sera immédiatement suivie par une conférence par l'autre co-lauréate du prix droit et commerce, Armelle Leruyer, qui parlera de l'agrément en droit des sociétés, vecteur de réforme, unification, modernisation. Tout cela donc sera au sujet de cette conférence. Je vois que le professeur Mortier nous a rejoint. Je termine par mon petit propos engagé à l'instant pour vous dire que nous aurons le 3 mai et le 14 juin 2 séminaires importants sur les procédures collectives. Le 25-26 juin, nous tiendrons donc notre colloque, je l'espère, et j'en suis même certain, à Deauville sur le thème de la conférence dans tous ses états. Nous aurons ensuite une conférence du lundi le 13 septembre, le 1er octobre à Dijon, les assises de la prévention qui donc seront dans leur version de 2021. Et puis enfin, le 6 ou le 13 décembre, une nouvelle conférence du lundi. Le professeur Mortier est heureusement revenu et je lui repasse la parole de façon immédiate en remerciant tous ceux qui aujourd'hui nous ont rejoints et qui, encore à cette heure tardive, sont nombreux. Professeur, pour encore 2 ou 3 réponses rapides.
Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors ça a été le vide total. Bon, alors le temps que j'arrive à me reconnecter, ça a pris un peu de temps. Je suis vraiment désolé. Donc, simplement pour terminer de répondre à la question qui était posée, c'est qu'à partir du moment où évidemment les associés ont modifié les statuts pour insérer une mission, il faut en accepter toutes les charges, sachant que comme je l'ai précisé, ce ne sont pas forcément des charges nettes, c'est-à-dire que la société va peut-être tirer du profit de la mission. Voilà. Peut-être une dernière question, on profite que vous soyez revenu. Oui. Cher professeur, cher Renaud, simplement dans les rapports internes, et ça rejoint un peu la question de la responsabilité. Il y avait une question également sur alors, il y a deux questions. Alors, la première question, c'est avec un fournisseur, avec un partenaire de l'entreprise, que se passe-t-il finalement d'un point de vue contractuel si en cours de route et en cours de relation, la société à mission finalement prend fin, le statut prend fin? Est-ce qu'on revient vers le droit commun? Est-ce qu'il va y avoir un droit spécial? Est-ce que la condition essentielle, finalement, rend caduque finalement ce qui était probablement la raison d'être du contrat aussi? Est-ce que la raison d'être de l'entreprise est la raison d'être du contrat je dirais, en miroir? Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que les dirigeants pourraient se voir reprocher par les associés de ne pas avoir respecté la mission et quelle serait finalement la nature de leur responsabilité? C'est une question qui me paraît également très forte et qui prend effectivement et qui prend sa source dans la déclaration d'intention de certains dirigeants qui sont suivis par les associés, qui pourraient peut-être demander des comptes et quelle serait la nature de la responsabilité qu'ils encourraient. Alors, pour la deuxième question, je pensais avoir répondu en disant que si les dirigeants violent la mission et mettent la société en situation, parce que je crois que pour être indemnisé, pour avoir une responsabilité, il faut qu'il y ait un préjudice. Évidemment, la responsabilité des dirigeants pourra être engagée. Hein, ça ne fait pas un pli. Ce sera une responsabilité de type responsabilité délictuelle d'ailleurs. Après, savoir l'autre question qui est posée, je ne suis pas certain que la qualité de société à mission et tout ce qui peut en découler entre dans le champ contractuel. C'est pas parce que j'ai, en tant que co-contractant, contracté avec une société à mission que la société n'est plus à mission que je vais subir un préjudice ou que je vais pouvoir… Bon, moi, j'ai conclu un contrat. Peut-être que le contrat m'a été plus favorable parce que j'avais contracté avec une société à mission. Dès lors que le contrat a été contracté de telle manière, évidemment, j'ai le droit à ce qui est inscrit dans le contrat. Donc après, on retombe sur une problématique purement contractuelle. Et si la société n'est plus à mission ensuite, le contrat s'exécutera comme il a été stipulé par la société qui était à mission, et réciproquement. Mais je ne crois pas que le fait que la société ne soit plus à mission va impacter en tant que tel le contrat. Le contrat continuera d'aller jusqu'à son terme selon les termes qui ont été négociés par la société à mission qui ne l'est peut-être plus entre-temps. Cédric, est-ce qu'on peut considérer qu'on a fini le tour des questions? Oui, alors il y en a eu effectivement énormément. J'ai essayé de les prendre un petit peu dans le désordre, mais je n'ai pas pu toutes les restituer. Je prie d'ailleurs aux auteurs de m'excuser. Mais oui, je pense qu'on en a quand même déroulé l'essentiel. Et c'est vrai que c'est un sujet qui effectivement fait naître énormément de questions. Voilà. On aura le temps d'en reprendre quelques-unes peut-être après la conférence. Donc, en tout état de cause, le professeur Mortier aura connaissance de l'intégralité de ces questions et s'il estime devoir y répondre dans une ou deux diapos complémentaires de son texte, qui sera naturellement, comme d'habitude, mis à disposition sur le site de Droit et Commerce, eh bien, ceux qui ont posé ces questions y trouveront réponse à ce moment-là, puisque le replay de la manifestation et les diapos de cette manifestation seront mis en ligne sur le site de l'association. Je remercie à nouveau tout le monde, à la fois les intervenants et l'organisateur
et les nombreux participants encore à cette heure tardive pour leur présence. Et je vous dis rendez-vous au 21 janvier 2021 pour notre prochaine conférence du lundi, en vous souhaitant à tous de passer en cette fin d'année qui s'approche des fêtes aussi chaleureuses que possible au sein de vos familles respectives et faites attention tous à vous. À très bientôt. Merci. Merci.